je vais vous présenter aujourd'hui un certain nombre de choses. Le cœur de la présentation, ça va être un projet qu'on a financé par le gouvernement britannique, mais aussi je vais vous parler auparavant de ce qu'on fait chez Scribe et aussi ce que j'ai pu faire auparavant lors de ma thèse et de mon postdoc. Mais bon, tout d'abord, juste très vite fait à propos de moi. Donc, j'ai grandi ici et ensuite, je suis reparti. Je suis allé à Paris, puis ensuite à Londres. À Paris, ce que j'ai fait, c'est donc ma licence, master et mon doctorat en théorie de la décision, et spécifiquement tout ce qui est modèle de Markov et Monte-Carlo. Bon, après, rite de passage habituel pour tous les gens qui font de la recherche sur les modèles de Markov, c'est publier un modèle. Sauf que le problème, en fait, c'est que souvent, on crée nos propres problèmes auxquels on va appliquer ces nouveaux modèles. Ce n'est pas forcément très intéressant et même très utile. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est trouver un nouveau domaine d'application où ça pouvait peut-être rendre ces modèles de Markov un peu plus intéressants. Et ce domaine d'application, c'était l'argumentation. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est. Mais donc, l'idée, c'était que je me suis retrouvé à être l'un des premiers à appliquer la théorie de la décision et les modèles de Markov à l'argumentation, et le premier à publier spécifiquement donc MDP, POMDP, appliqué à l'argumentation. Et donc ça m'a ouvert les portes en fait, de UCL à Londres, où j'ai pu faire mon postdoc, toujours en théorie de la décision appliquée à l'argumentation. Et on a créé ce nouveau domaine de recherche, on va dire, qui s'appelle la persuasion computationnelle, qui est en fait l'ensemble de toutes les techniques, notamment de théorie de la décision, mais pas uniquement, qui vont chercher à optimiser des stratégies dans un débat automatique. Donc, on va avoir un agent qu'on va chercher à optimiser, et cet agent va soit discuter de manière automatique, soit aider à la décision quelqu'un qui prend part au débat. Et donc, on peut jouer sur beaucoup de choses, telles que quels sont les arguments qu'on va utiliser, à quel moment, et aussi prendre en compte les profils, soit de croyances ou les profils psychologiques des gens qui sont en face dans le débat. Et on va aussi pouvoir jouer sur le contenu de ces arguments en changeant, par exemple, les mots qui sont utilisés, de manière à pouvoir un peu influencer en fonction, encore une fois, du profil psychologique ou sociodémographique, etc. Je vais vous parler de ça un peu plus tard parce que c'est en relation avec le projet qu'on a. Et donc, après mon postdoc, j'ai cofondé Scribe avec mon cofondateur Bob, qui est britannique. Et donc là, pour l'anecdote, en fait, c'est une photo depuis la rue de nos bureaux. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ces bureaux, en fait, enfin, très intéressant, pas forcément, mais disons un peu sympa, ces bureaux, en fait, à l'origine, contenaient que des juristes, des avocats, etc., parce que c'est pas loin d'un tribunal ou quelque chose dans le genre. Et ils se sont mis à les améliorer, à les retravailler de manière à ce que ça ressemble de plus en plus à un WeWork. On n'est pas là encore, mais espérons on va y arriver. On était parmi les premières startups à rentrer dans ces bureaux-là. Et donc, on se retrouve à avoir un espèce de clash entre des quinquagénaires en costard et puis nous, un peu start-upers, on débarque en hoodies. Et donc, ils ne nous aimaient pas trop au début. Bon, maintenant, ça passe parce qu'on est de plus en plus, mais ça va. Donc, l'histoire de Scribe. Rob et moi, on s'est rencontrés à Entler, qui est une sorte d'accélérateur. Ils sont partout dans le monde entier. Il va y avoir Londres, plusieurs aux États-Unis, au Vietnam, etc. Et en fait, l'objectif, c'est vous venez en tant qu'individuel et vous rencontrez votre cofondateur. Vous avez 12 semaines, vous êtes payé pour faire ça. Vous rencontrez votre cofondateur, donc étant tech, un cofondateur de business et vice-versa si vous êtes plutôt business. Vous trouvez une idée, vous travaillez dessus, vous pitchez cette idée et ensuite ils investissent ou pas. Donc nous, on a eu la chance d'avoir cet investissement. Donc c'est 120 000 balles pour le premier investissement, ce qui nous a duré à peu près un an. Ensuite, on a fait une autre levée de fonds qu'on a terminée en novembre-décembre dernier, 650 000 de plus, ce qui nous permet maintenant d'être 5 et voilà, de commencer vraiment à grandir. Je vous parle de ça parce qu'en fait, ils ouvrent pour la première fois Entler Paris. Ils n'étaient jamais en France, mais maintenant, voilà, ils arrivent en France. Ils commencent le 2 novembre. Et donc, vous avez le QR code à gauche pour candidater. Vous avez jusqu'au 12 octobre. Et à droite, le Calendly pour juste avoir un meeting avec celui qui s'occupe de l'organisation de Entler Paris. Les deux sont pas, vous pouvez faire les deux, hein, ce n'est pas du tout mutuellement exclusif. Pour la candidature, ils vont vous demander potentiellement quelqu'un qui vous réfère, vous mettez juste mon nom et ça passera tout seul.
comme on est une portfolio compagnie, voilà, on a des fast track pour les gens qui viennent en notre nom. Donc voilà, bon. L'inconvénient, disons, étant donné qu'on est tous à Bordeaux ici, c'est qu'il va falloir monter pendant 12 semaines à Paris. Voilà, c'est le seul inconvénient, je dirais. Le reste, c'est que du positif. Très bien. Bon, maintenant, on a passé tout ça. Quel est le cœur de notre métier à Scribe? C'est transformer des rapports financiers qui sont souvent horribles, comme vous pouvez voir là. Bon, j'espère que pour les plus petits écrans, ma tête ne cache pas. Mais là, on va avoir ici un P&L de Dyson Limited, donc la compagnie qui fait la société qui fait des aspirateurs. Et en fait, tous ces rapports annuels, c'est des PDF. Très moches, souvent avec un coin comme ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la société, elle va envoyer ces rapports annuels à un registre central qui s'appelle Companies House au Royaume-Uni. Et en fait, ce qu'ils font, Companies House, pour une raison que j'ignore, ils impriment tout, ils rajoutent un tag, ils rescannent tout et ils retransforment en PDF. Donc déjà, on perd le text layer. Et ensuite, on se retrouve avec des coins comme ça, très moches, parfois des angles. On va avoir des pages à 40%, parfois des pages qui sont carrément à l'envers, des pages qui ont bougé, parfois il y a un doigt, enfin, ce genre de choses. C'est quand même, bon, on ne comprend pas trop pourquoi, mais bon, grâce à ça, on a un business, donc c'est cool. Et donc, l'objectif, c'est de transformer ces rapports annuels en données exploitables. Donc, on a sur la gauche notre plateforme que je vais vous montrer. À partir de cette plateforme, on peut aussi exporter en Excel. Et derrière, à partir de là, avoir un one-pager sur la société en question qui va expliquer ses résultats, différentes métriques, etc., etc. Tout ça qu'on peut générer automatiquement, en fait. Ce qui va permettre d'avoir une espèce de premier coup d'œil sur cette compagnie lorsqu'elle vient juste de publier ses résultats et avoir une idée pour pouvoir ensuite, derrière, soit faire une analyse approfondie, soit juste complètement discard et se dire, bon, cette compagnie ne nous intéresse pas. Je vais vous montrer très, très rapidement ce qui se passe. Donc, une compagnie qu'on aime bien, ça va être ScanSource, par exemple, en espérant que... Voilà. Donc, on va avoir sur la partie droite le rapport annuel en question, le dernier, et on va avoir tout ce qui a été extrait. On peut aussi, évidemment, pas évidemment, mais on peut aussi highlight les différents nombres. Comme ça, on sait, les analystes peuvent voir, OK, ça vient de là et c'est le bon nombre, donc l'extraction s'est bien passée. Ce qu'on fait en plus, c'est par exemple, si on prend disons, la balance sheet, c'est qu'on va pouvoir calculer tout ce qui n'a pas été reporté. Par exemple, dans cette balance sheet, bon, c'est peut-être un peu trop petit, mais on a ce qui va être donc, les actifs, tous les actifs moins les passifs courants. Et ce qui n'est pas donné, par exemple, c'est l'intégralité des actifs ou l'intégralité des passifs ou l'intégralité des actifs moins l'intégralité des passifs, pas juste les courants. Donc, c'est un peu technique. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on fait des calculs supplémentaires par rapport à ce qui a été rapporté. Tous ces calculs vont dans la base de données. Et en fait, derrière, ce qu'on peut faire, grâce à tout ça, c'est faire une recherche de compagnies. Donc, par exemple, dans ce cas-là, montre-moi toutes les compagnies qui sont similaires à celles qu'on a vues. Donc, elles vont être similaires en termes d'industrie, similaires en termes de taille. Et derrière, on va pouvoir ajouter avec des assets au-dessus d'1 million. Et derrière, on y va et ça nous sort toutes ces compagnies-là. Dans notre base de données, on a pour l'instant 2 millions de compagnies et on vise 2,7, ce qui est tout simplement la plus grosse. Donc voilà. Je vais essayer de retrouver mes slides. Ah si, dernier point peut-être intéressant ou pas. Si je reviens ici, on travaille aussi sur tous les documents qui sont en rapport avec les gens qui possèdent des actions dans les compagnies. Et ce qui est intéressant, c'est que certes, les documents sont publics, mais les gens n'en parlent pas forcément. Et donc, on a pu trouver des trucs un peu sympas. Je ne sais pas si vous suivez le foot anglais, mais on a par exemple pu trouver Harry Maguire. On sait qu'il a investi dans cette société-là. Évidemment, il n'en parle pas du tout, mais si on prend cette société-là, ce qui est intéressant aussi, donc Coadjute, si j'arrive à la taper comme il faut, c'est un COAD. On voit qu'il y a aussi tous ces potes de Manchester United. Donc voilà, on peut faire ce genre de truc et ça intéresse beaucoup notamment les journalistes. Donc on a eu voilà, des gens qui étaient plutôt intéressés pour un peu découvrir des relations un peu bizarres, des gens qui auraient investi dans des compagnies alors qu'ils n'auraient pas dû, ce genre de choses. Voilà.
Maintenant, donc là, on passe vraiment au cœur du talk, qui est le projet en question. Donc, ce projet, en fait, on a reçu une bourse du gouvernement britannique d'environ 350 000 balles pour travailler spécifiquement là-dessus en partenariat avec UCL, donc l'université. Donc là, c'est le nom complet du projet, mais en fait, si juste on se focus uniquement sur ce qui est la partie intéressante, en fait, c'est un générateur d'analyse de revenus automatique, complètement auditable. L'objectif, en fait, c'est lorsque une compagnie vient ou une société vient de publier son rapport annuel, dans chacun de ces rapports annuels, on a le management qui va expliquer pourquoi les résultats ressemblent à ce qu'ils sont pour cette année-là. Le problème est que ces résultats, en fait, comme ils sont expliqués par le management, si jamais ils ne sont pas très bons, on va essayer de trouver un peu une manière de s'en sortir pour expliquer ouais, ce n'est pas vraiment de notre faute, etc., etc. Donc nous, notre objectif, ça va être d'extraire tout ça, d'extraire les raisons, essayer de les prouver, de les corroborer, les infirmer, et réécrire derrière une analyse qui est débiaisée et complètement objective. Et donc, on veut que ce soit complètement auditable dans le processus de raisonnement, donc la manière dont on choisit les raisons et pourquoi elles sont infirmées ou confirmées. Parce que lorsque une organisation financière prend une décision, on a derrière une entité qui s'appelle le FCA au Royaume-Uni, qui est là pour être sûr que vous prenez des décisions en sachant ce que vous faites. Et donc, en fait, ils peuvent vous demander, OK, vous avez pris cette décision, pourquoi? Et si derrière, en fait, c'est un modèle de deep learning, vous dites, bah, parce que. Alors que là, avec ça, vous avez tout le raisonnement et tout le monde est content, notamment le FCA. Donc, actuellement, ce qui se passe, lorsqu'on a un analyste qui veut donc faire ce travail de manière manuelle, il va sur Companies House, ensuite il cherche le bon rapport annuel, il cherche ensuite la bonne page où il y a ses explications, il cherche ensuite les explications dans le bon paragraphe. Ensuite, il va extraire les données financières, donc P&L, balance sheet, etc., les données que je vous ai montrées à la main. S'il ne le fait pas à la main, il l'envoie en Inde ou en Chine et ils le font pour eux. Et ensuite, ça revient. Ensuite, il va faire son raisonnement et écrire une analyse. Tout ça, ça va prendre entre 3 heures et 2 jours, suivant le temps qu'ils mettent. Avec, par exemple, s'il envoie en Inde, bon, la plupart du temps, ça revient avec des erreurs, donc il les réenvoie, etc., etc. Ça prend très longtemps. Si on prend juste un exemple très rapidement, sur le rapport annuel de Tesco, qui est donc un gros supermarché au Royaume-Uni, l'équivalent d'Auchan peut-être. Donc on a ça. Bon, le problème, c'est qu'il fait quelque chose comme 250 pages. Donc ça prend évidemment beaucoup de temps pour le faire à la main. Bon, on va peut-être lire la table des matières. On va regarder ici. Financial Review. On va là, page 23. Déjà, vous voyez le temps que ça prend. On s'ennuie un peu. Et donc, c'est le principe. Et c'est là-dedans, ce premier paragraphe. Et derrière, il faut ensuite aller aux différentes tables financières, donc P&L, balance sheet, etc. Et puis ensuite faire sa sauce. Ça prend pas mal de temps. Donc nous, l'objectif, c'est évidemment d'automatiser tout ça. Donc la manière dont on le fait, c'est en plusieurs étapes. On a un pipeline en plusieurs étapes. La première étape, c'est récupérer automatiquement le dernier rapport via l'API. Bon, ça, ils peuvent le faire aussi. Derrière, on va faire de l'OCR sur la table des matières pour trouver automatiquement la bonne page. À partir de là, on va isoler le paragraphe, faire un discriminateur qui va isoler la bonne phrase qui parle des revenus. À partir de là, on va faire une pseudo-analyse de sentiment ou quelque chose. Là, on n'est pas encore trop sûr. On a fait quelques trucs, on n'est pas encore trop sûr que ce soit la version finale, mais pour voir s'il parle en bien ou en mal de ses revenus. Ensuite, on va essayer d'extraire les raisons de ces revenus. Donc, parce que les revenus ont baissé, parce qu'il y avait le Covid, le lockdown, les gens se déplaçaient moins, achetaient moins, etc. etc. C'est ce genre de raison, par exemple. Derrière, on extrait automatiquement les données financières. Bon, ça, je vais vous expliquer un peu plus tard comment, mais c'est notre cœur de métier, on sait très bien le faire. Ensuite, derrière, on va utiliser de l'argumentation, d'où ce que je vous parlais au tout début, pour corroborer ou infirmer automatiquement tout ce qui a été dit par l'analyste. Et ensuite, on va derrière générer une analyse objective et débiaisée. Et ensuite, on va, étant donné que ça va être un texte assez robotique, on va le paraphraser pour l'humaniser un peu et le rendre un peu plus intéressant pour la personne qui va prendre la décision derrière. Tout ça, 5 minutes à peu près, à comparer entre les 3 heures à 2 jours. C'est évidemment beaucoup plus intéressant. Petit topo NLP, bon, je me sens obligé de le faire, mais je vais passer quand même très vite. Je ne sais pas qui est familier avec le deep learning, NLP, etc.
OK, donc certaines personnes ne le sont pas, c'est très bien. La première étape dont on va parler s'appelle l'embeddings, qui est grosso modo, donc pardonnez-moi si je fais un peu des raccourcis, l'objectif c'est que tout le monde comprenne, pas forcément qu'on soit très très profond sur les explications, mais l'objectif pour les embeddings, c'est de prendre un mot, un token, et le transformer en un vecteur qui a une certaine dimension, dans notre cas de figure c'est 768 dimensions, qui va représenter dans cet espace vectoriel ce mot. Et l'objectif, quand on crée un embedding, c'est d'avoir des mots qui sont sémantiquement proches, sont aussi spatialement proches, et on veut conserver des opérations vectorielles consistantes. C'est-à-dire que si on regarde ce qu'il y a en haut à droite, on voit que chat et chaton sont ensemble, chien n'est pas trop loin, les animaux domestiques, et ensuite, bon, maison, ça n'a aucun rapport, c'est plutôt loin dans l'espace. Et ensuite, pour ce qui est des opérations vectorielles consistantes, c'est si on se déplace d'une certaine manière d'homme à femme, on devrait pouvoir se déplacer à peu près de la même manière de roi à reine. C'est un peu l'objectif, voilà, en parlant avec les mains, d'avoir un embedding. Pour pouvoir ensuite, évidemment, faire différentes couches de deep learning au-dessus de ça, parce que c'est plus facile d'utiliser des nombres que des mots. Ce qu'on va passer dans l'embedding, ça va être des tokens. Donc, on a cette phase de tokenisation où on utilise en fait le vocabulaire du modèle, enfin, ou plutôt le modèle utilise son vocabulaire pour transformer une phrase en différents tokens. Lorsque le mot n'est pas connu dans le vocabulaire, il va le couper. On a par exemple ici, qu'est-ce que c'est rumination. Bon, il a rum, voilà, c'est pas forcément le mot qu'il attend, mais c'est pas grave. Et ensuite, la terminaison, parce que c'était un mot qu'il ne connaissait pas. On va mettre au tout début un token CLS qu'on va utiliser plus tard pour la classification, d'où le CLS. Et ensuite, un token CEP à la fin de chaque phrase. Bon, ça fait. Et ensuite, c'est ça qu'on passe dans le modèle au tout début pour pouvoir faire l'embedding sur ces tokens-là. Ensuite, au-dessus de ça, on a un principe qui s'appelle l'attention, qui sont là en fait pour un peu renforcer certaines relations entre certains mots dans les phrases, de manière à ce que on puisse très simplement, on va prendre l'exemple, hein, ça va être beaucoup plus parlant. On a donc cette première phrase, la fille et le garçon rentrent à la maison, et on voit que la deuxième phrase commence par « elle », et donc le modèle, après avoir appris sur ces couches d'attention, il se focus sur la fille, parce qu'en fait, il comprend que « elle » se réfère à la fille. Idem en bas, la fille et le garçon rentrent à la maison, si ça commence par « il », dans ce cas-là, il se focus sur le garçon. On va avoir la même chose avec le nom. Bon, elle, c'est plutôt Alice et il, c'est plutôt Bob. Mais là où c'est intéressant, c'est pas du tout le sujet de ce talk, mais c'est quand même intéressant à garder en tête, c'est qu'il y a un énorme biais d'apprentissage. C'est-à-dire que si on voit sur la partie droite ce qui est en rapport avec les métiers, on voit que si la deuxième phrase commence par « elle », il se focus automatiquement sur « infirmière ». Alors que si ça commence par « il », il se focus automatiquement, ou plus en tout cas, sur « docteur ». Et tout ça, ça vient évidemment de l'ensemble d'apprentissage qui est extrêmement biaisé. Bon, extrêmement, peut-être pas extrêmement biaisé, mais un peu biaisé en tout cas sur cette partie-là. Donc, quand vous entraînez un modèle, c'est vraiment super important de faire attention à ça, essayer de le débiaiser au maximum, ou en tout cas trouver peut-être les repérer et ensuite les paraphraser de manière un peu à échanger les genres ou ce genre de choses. Bon, on a les genres, mais évidemment, c'est pareil sur tout ce qui va être origine, race, religion, etc., etc. Toujours les mêmes problèmes. Donc, nos données d'entraînement pour cette partie-là, donc si je vais peut-être revenir ici, donc là, on parle de la troisième étape, avoir le discriminateur qui va nous permettre de trouver la bonne phrase. Donc, nos données d'entraînement, on a 5 classes. Ces 5 classes étant les revenus sont mentionnés, les revenus sont mentionnés et sont stables, les revenus sont mentionnés et descendent, montent, ou les revenus ne sont pas mentionnés. On en a 5. Et ensuite, on a agrégé tout ça en 2 classes. Les revenus, on parle des revenus, peu importe la direction, et on ne parle pas des revenus. Et donc, on a voilà, ce ratio-là, donc c'est super, super déséquilibré. Et ça l'est évidemment d'autant plus si on avait gardé, ça l'aurait été si on avait gardé les 5 classes au lieu d'en avoir 2. Et donc, maintenant, on arrive vraiment à ce qu'on a fait. En fait, on a utilisé Finbert, qui est un modèle Transformers qui a été pré-entraîné, mais en plus de ça, pré-entraîné sur des documents de finance. L'objectif d'avoir fait ça, c'est d'avoir un embedding qui est légèrement différent par rapport à un embedding tout à fait traditionnel. Par exemple, si on prend un mot tel que « bank » en anglais, dans l'anglais tout à fait traditionnel,
ça va être soit l'institut financier, soit la berge d'une rivière. Évidemment, nous, dans notre cas, la rivière, on s'en fiche. Et donc, en prenant Finbert, on sait plus que on sait que la probabilité que Bank se réfère à l'institut financier est beaucoup plus forte que dans un BERT tout à fait normal. Et ensuite, donc, on a fait passer, donc il est sans tête, c'est-à-dire qu'on n'a aucune tâche à la fin. C'est vraiment, on a l'embedding, l'attention, etc. Mais on n'a pas de couche de classification ou de couches, toutes ces couches-là qui sont spécifiques à une tâche, on ne les a pas. Ce qui nous permet, nous, de mettre un réseau de neurones très, très simple au-dessus. Et donc, on a ce réseau-là qui est en fait 2 couches denses séparées par un dropout qui est à 0,2 ou 0,5, quelque chose comme ça. Et on applique ça sur la sortie du token CLS après avoir passé nos phrases une par une dans le modèle, dans le Finbert. Et on voit que grâce à ça, on a un recall de 91% qui est vraiment pas mal du tout. Donc, recall qui va être... et c'est donc on trouve 91% des phrases qu'on devrait trouver, grosso modo. On est parti sur le recall plutôt que sur la précision parce que, comme on a plusieurs étapes dans le pipeline, l'objectif, c'était d'avoir tout ce dont on a besoin, voire un peu plus de bruit, pour ensuite le filtrer plus tard, plutôt que d'avoir uniquement un sous-ensemble de ce dont on avait besoin, mais ensuite, on ne peut pas y rajouter ce qu'on a loupé. Si on n'avait eu qu'une seule étape dans le pipeline, on l'aurait fait probablement différemment, mais comme on a plusieurs étapes de filtrage, voilà, on peut avoir un peu de bruit, ce n'est pas un problème. Classe 1, recall, donc dans notre set, trouver les phrases donc de la classe 1 qui sont « on dit quelque chose sur les revenus », quoi qu'il soit dit. Et donc, c'est peut-être un peu petit, mais je vais le lire. En haut, on a un paragraphe complet issu d'un rapport annuel. En jaune, ce sont les phrases qui disent quelque chose sur les revenus. Donc, la première, par exemple, c'est « les revenus ont augmenté de 49,6% avec une marge grosse, brute, de 42%. » Voilà, c'est ce genre de phrase qu'on cherche. Et donc, dans cette masse, on a passé l'intégralité de ces phrases, une par une, dans le modèle avec le réseau neurone à 2 couches au-dessus. Il nous isole exactement ces 3 phrases-là. Et donc, ils sont la première que j'ai lue, ensuite, une autre un peu qui ne nous intéresse pas trop. Donc, les niveaux de stock, ce n'est pas très intéressant. Mais encore une fois, on cherche à optimiser le recall, pas forcément la précision. Ensuite, troisième, on a aussi des revenus, mais sur une subsidiaries. Ça nous va aussi. Donc, une succursale. Ouais. On parle de finance. Tout à fait. C'est juste ça, en fait, très simplement. Pas de souci. Donc, c'est recall pour la classe 1. Et donc, on trouve le modèle nous sort ces 4 phrases-là, qui sont plutôt pas mal du tout. Donc, on les passe une par une, voilà, dans le modèle. Et pour ensuite, pour les autres étapes dans le pipeline, on ne garde pas uniquement ces phrases-là, mais on va aussi concat la phrase d'avant, la phrase d'après, parce que souvent, les raisons ne sont pas immédiatement dans cette phrase-là, elles vont être un peu dans les environs. À prendre en compte qu'on a passé toutes ces phrases en isolation, une par une. On n'a pas pris en compte la séquence ou ce genre de choses. Ça n'avait pas forcément d'intérêt, mais peut-être que ça aurait amélioré le modèle d'avoir par exemple un LSTM ou quelque chose en plus ou à la place, de manière à voilà, tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui parlait de revenus, ça augmente la probabilité que la suivante parle de revenus. Parce qu'à un moment, il faut bien qu'ils disent quelque chose. Pour l'instant, on ne le fait pas. Peut-être qu'on le fera, peut-être pas. De toute façon, tout ça, voilà, c'est un projet de 18 mois. On en est à 4 ou 5. Donc, voilà, on a encore le temps de bien évoluer. Donc, maintenant, on a nos sorties qui sont donc ces 3 phrases concaténées. Donc, on a celle du milieu qui est celle qu'on a discriminée et ensuite celle d'avant, celle d'après. Et on va faire du raisonnement automatique explicable là-dessus. Donc, c'est là où je vais vous parler de théorie de l'argumentation. J'espère que ça vous intéresse un petit peu. Je vais essayer de rendre ça un peu fun. Ce qu'on voit sur la partie droite, on appelle ça des schémas d'argumentation. C'est-à-dire qu'on a des espèces de blueprints d'argumentation qu'ensuite on va composer et instancier avec
le contenu exact qui est contenu, qui est dans les rapports annuels. Donc, ces blueprints, en fait, ça va être un ensemble de règles, disons, et, qui fonctionnent telles des équations, et ensuite on les compose et on les instancie avec les vraies valeurs. Donc là, si on a l'exemple là sur la partie droite, on a deux schémas d'argumentation. La partie bleue qui est un modus ponens, qui est très simplement en français un syllogisme. Donc on a Jean vit à Lisbonne, et si une personne vit quelque part, elle peut savoir la météo qu'il fait à cet endroit-là, ça paraît à peu près logique. Et dans ce cas-là, grâce au syllogisme, on sait que Jean sait la météo qu'il fait à Lisbonne. Et ensuite, par-dessus, on va avoir un autre schéma qui s'appelle, très simplement en anglais, argument from position to know. Donc, c'est si quelqu'un est à l'endroit où il peut savoir quelque chose, dans ce cas-là, il sait quelque chose, grosso modo. Et donc, avec l'exemple, voilà, on sait que Jean est en position de savoir le temps qu'il fait à Lisbonne, et Jean dit que le temps à Lisbonne est beau. Dans ce cas-là, on peut inférer que le temps à Lisbonne est beau, si jamais, évidemment, on ne le met pas en doute, en fait. Parce qu'après, on peut rajouter des notions de crédibilité, des notions de croyance, etc., sans aller jusque-là, parce que sinon, ça devient compliqué. On se retrouve avec des schémas qui sont en fait probabilistes. C'est un peu le bordel. Là, on va croire tout le monde dit la vérité. Et donc, tout ça, c'est basé sur l'argumentation abstraite, qui est très simplement, voilà, on a des arguments qui sont en vert, c'est des arguments qui sont acceptés, les arguments qui sont en rouge, c'est des arguments qui sont attaqués. Donc, si on prend cet exemple, prenons le métro pour rentrer à la maison, c'est le seul argument, il est évidemment accepté. Il s'avère qu'il y a une grève. Dans ce cas-là, bon, il y a une grève, argument accepté, qui attaque le fait qu'on rentre en métro à la maison. Dans ce cas-là, cet argument-là devient non accepté, il passe rouge. Sauf que derrière, on a une information supplémentaire qui est que la plupart des trains roulent quand même, malgré la grève. Dans ce cas-là, en fait, on attaque l'attaquant, et donc le premier argument devient défendu et donc revient comme étant accepté. Et donc, en fait, on va pouvoir enchaîner et avoir des graphes plutôt gros qu'on va ensuite calculer, et avec l'état final, dans notre cas qu'on appelle donc un état dans un graphe d'arguments, après avoir mis tous les arguments, on appelle ça une extension, et suivant l'ensemble de règles qu'on utilise, on va avoir plusieurs types d'extensions, telles que complete, grounded, preferred, stable. Nous, dans notre cas, on prend la grounded, parce que c'est ce qui est le plus proche de l'argumentation naturelle. Si je vous dis quelque chose, vous dites un contre-argument, ce que je vous ai dit, ça devient faux. Voilà, très simple. Bon, les schémas, il y en a évidemment beaucoup. Là, c'est juste le quart au droit. Donc, vous pouvez imaginer un peu la taille du truc, et c'est seulement un sous-ensemble de l'intégralité des schémas qui existent. À l'intérieur de ces schémas-là, on a aussi un certain nombre de sophismes, c'est-à-dire des schémas d'argumentation qui sont faux, tels que la pente glissante ou ce genre de choses. Ce n'est pas parce qu'on peut avoir un raisonnement qui va être logique qu'il devient vrai pour autant. Et donc, deux de ces schémas-là qui sont un peu intéressants, on va avoir le sunk cost argument, qui est un peu le schéma du casino. C'est j'ai trop perdu, je ne peux pas m'arrêter là, il faut que je me refasse. Ou sinon, le schéma de la file d'attente, qui est le même, j'ai déjà trop attendu, je ne peux pas partir maintenant, c'est peut-être que dans 5 minutes. Donc, ce genre de truc, ça va être des sophismes, parce que le fait que vous ayez trop attendu, ça ne rend pas valide le fait que vous attendiez plus. Mais ça explique pourquoi vous prenez cette décision-là. Et on va avoir le deuxième qui est argument from best explanation. C'est, voilà, il y a ce fait-là. Je pense que c'est comme ça. Je n'ai pas de meilleure explication, donc c'est probablement comme ça. Ce qui est évidemment complètement faux, parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas de meilleure explication qu'il n'y a pas de meilleure explication. Donc voilà, c'est ce genre de truc qu'on va pouvoir composer pour expliquer des schémas de raisonnement. Donc si on met tout ensemble, à partir, donc sur la partie gauche, on a donc ce fameux paragraphe qui explique les revenus. Bon, dans cet exemple-là, c'est les profits, mais ça ne change pas grand-chose. Donc cette compagnie, c'est BAE Systems, c'est l'équivalent un peu de Dassault au Royaume-Uni. Si on commence à extraire tout ça, donc on peut avoir un graphe d'arguments sur la droite où on a, voilà, les profits ont augmenté, mais il y a aussi la pandémie qui a impacté ces profits-là, sauf qu'ils expliquent que leur deuxième semestre est meilleur, donc ça attaque le fait que la pandémie a baissé les profits, etc. etc. On peut aller très très loin. Et ensuite, en bas, nous, ce qu'on fait,
c'est qu'on va encoder un peu toutes ces règles-là de manière un truc qui ressemble un peu du prologue finalement. Théoriquement. En pratique, ça va se passer différemment. On ne sait pas exactement trop comment, mais ça ne sera pas du prologue, c'est sûr. Mais ça ressemble un peu à ça. Donc on va avoir voilà, les ventes ont augmenté parce que la croissance est naturelle, disons. Et de manière à pouvoir prouver ça, on a besoin de données, de faits, de règles. Et voilà, on va pouvoir instancier tout ça, enchaîner et calculer l'état final. Pour l'instant, ce qu'on a, de manière à donc on a, je vous rappelle, les paragraphes, donc phrase d'avant, phrase discriminée, phrase d'après, de manière à pouvoir extraire les raisons qui sont données par le management. On n'a pas encore fait tout le modèle de name entity recognition ou trucs comme ça. Donc en fait, on fait juste du question answering, squad 1, c'est-à-dire qu'on considère que la réponse est toujours dedans. Squad 2, ce qui va être un autre ensemble d'apprentissage pour ces modèles, il peut aussi nous dire que la réponse n'est pas dans le contexte. Nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'on sait déjà que la réponse est dedans. C'est juste pas ce qu'elle est. Donc les performances sont un peu meilleures. Et dans ce cas-là, donc avec l'exemple qu'on a sur la partie gauche, encore une fois, c'est un peu petit, je suis désolé, mais si on passe ça, donc ce contexte-là dans le modèle, on se retrouve, voilà. Donc la question était pourquoi les revenus ont augmenté lors de l'année fiscale, et il nous sort grâce au support continu du gouvernement pendant la pandémie vis-à-vis de l'industrie de la santé, parce que c'est une compagnie de santé, ils font des médocs ou un truc dans le genre. Donc, ce qu'on a sur la partie droite, c'est une espèce d'ontologie qu'on a créée de manière à pouvoir un peu classifier ces raisons-là. Donc, on a sur la partie gauche l'instance spécifique qui vient du rapport. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est la rapprocher de notre classification, notre ontologie sur la partie droite, donc du nœud le plus proche de cette explication-là, de manière à ensuite pouvoir enchaîner tout ça avec les schémas d'argumentation, etc. Parce que si on a vraiment du texte complètement libre, ça devient très difficile ensuite de faire les schémas d'argumentation, parce que ça reste des blueprints. Donc, on a besoin de savoir ce qui se passe quand même. Donc, on fait hop, un rapprochement très simple. Voilà. Donc, ici, c'est Covid. Est-ce qu'on l'a Donc, ça va être variable exogène. Et ensuite, changement dans les politiques du gouvernement, ou plutôt en bas à droite, Global Pandemic. Voilà, ce genre de choses. À partir de là, donc on a ce paragraphe, qui est encore un autre, à chaque fois j'ai changé de paragraphe, qui est encore un autre, et on va donc créer ce fameux graphe d'argument. Donc on a d'abord l'augmentation des revenus, qui est donnée donc, littéralement, deuxième ligne à peu près au milieu. Les revenus de cette année ont augmenté à 61,5 millions. Donc, on a une augmentation des revenus. Et l'explication qui est donnée, c'est qu'on a une croissance naturelle grâce aux nouveaux clients. Donc, cette ligne qui est un peu en pointillé, ça veut dire que cet argument supporte l'augmentation des revenus. Derrière, on va pouvoir prendre les données qui viennent, donc le turnover vient du PNL, donc je ne sais plus comment c'est en français, mais la partie résultat, le compte de résultat. Ouais. Et donc, on a voilà, notre point de données qui est que les revenus 2021 sont supérieurs aux revenus 2020, qui aussi supportent l'augmentation des revenus. Par contre, en bas, si on prend dans la partie donc balance sheet, cette fois-là, on voit qu'en fait, on a une diminution des débiteurs. Bon, ça va être technique, un peu finance, mais en fait, ce qu'on met là-dedans, c'est tous les contrats qu'on a signés, mais les gens qui ne nous ont pas encore payés. Donc ça, on peut pas l'intégrer dans les revenus, évidemment, parce qu'ils ne nous ont pas encore payés, mais on sait qu'ils vont nous payer à un certain moment. Et donc, en fait, on peut considérer que en fait, cette baisse du montant des débiteurs depuis l'année dernière par rapport à cette année a donc été injectée dans les revenus de cette année. Et donc, ça a participé à l'augmentation des revenus sans pour autant avoir eu plus de clients, puisque c'était des clients qu'on avait eu l'année dernière qui nous ont finalement payés. Et donc, c'est pour ça qu'on peut attaquer partiellement, ce n'est pas complètement vrai, encore une fois, c'est un exemple un peu avec les mains, mais on peut attaquer le fait que les revenus ont augmenté grâce à une croissance naturelle, grâce aux nouveaux clients, par le fait qu'en fait, c'est plutôt les clients déjà existants, mais qui nous ont payés plus tard. Et donc, à partir de là, on peut considérer, voilà, admettons que le graphe d'argumentation, là, est terminé. J'ai un exemple ici, je ne sais plus pourquoi. Je vais regarder vite fait.
Ah bah, c'était probablement cet exemple-là, en fait. Très bien. Donc, derrière, encore une fois, donc là, ici, je vous ai mis des screenshots de des données financières, mais en fait, il va bien falloir les extraire. Donc là, voilà comment on le fait de manière automatique. Encore une fois, notre cœur de métier, voilà ce qu'on fait pour qu'ensuite ça aille dans la base de données. Donc, on lit d'abord la table des matières, ce qu'on a ici. On trouve les vraies pages, parce qu'évidemment, entre la page qui est écrite là et la vraie page dans le PDF, il y a toujours un offset. Parfois, il compte à partir de 0, parfois, il compte à partir de 1. Parfois, il y a des intercalaires qui ne sont pas comptés dans les numéros de page. Bon, il faut trouver la bonne. À partir de là, on extrait les données, computer vision, etc., etc. On corrige l'extraction pure, et ensuite, on corrige les erreurs comptables qui arrivent parfois lorsque, je dis erreurs comptables, mais c'est plus des choses qui ne sont pas vraiment traditionnelles, disons, telles que mettre en négatif un montant de taxes pour dire qu'en fait, c'est des taxes qui ont été remboursées, ce genre de choses. Donc, on corrige toutes ces erreurs comptables, entre guillemets, encore une fois, de manière à uniformiser à travers l'intégralité des sociétés. On complète les données manquantes, ce que je vous ai expliqué, tous les calculs supplémentaires, etc. Partie un peu plus technique, disons, pour faire tourner tout ça, on utilise Fargate sur AWS, qui est très simplement, on fait tourner des conteneurs Docker sur AWS, ce qui nous permet de paralléliser énormément. Et on stocke tout ça dans DocumentDB, qui est l'équivalent MongoDB sur AWS. Partie un peu plus archi, je ne sais pas si ça vous intéresse trop, mais voilà, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir la responsivité, la réponse, la vitesse de réponse que j'ai pu vous montrer lorsque j'ai cherché le nom de la compagnie, que ça va très très vite alors qu'il y en a 2 millions à l'intérieur. Donc oui, page table des matières et derrière, voilà, une balance sheet qu'on extrait. Encore une fois, voilà, on rajoute les calculs supplémentaires qui ne sont pas dedans. Donc, maintenant qu'on sait comment on extrait tout ça, on a notre graphe d'arguments. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on part de ce graphe d'arguments complètement bleu, et là, on va calculer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux à la fin, une fois qu'on a mis tous ces arguments-là. Donc, on commence. On sait que celui-là, il n'est pas attaqué, donc il est vrai. En plus, on l'a prouvé grâce à la balance sheet. Il attaque cet argument-là. Cet argument-là n'est pas défendu. Donc, en fait, il est mort. On ne peut pas l'utiliser dans l'explication finale. On a cet argument-là qui, lui, est toujours vrai, parce que les données, elles ne sont pas fausses, qui supporte l'argument final. Donc, bien que l'argument intermédiaire soit attaqué, et donc on retire ce support, on a quand même un support supplémentaire qui fait que l'augmentation des revenus est vraie, mais pas pour la raison qu'ils sont donnée. Et donc là, à partir de là, on va pouvoir lire à partir de la fin et remonter jusqu'à nos prémices, générer ce texte, ou plutôt l'inverse d'ailleurs, de top-bottom. On va générer donc un texte algorithmique très, très moche. Les revenus ont augmenté de 18% de 52,1 millions à 61,5 millions. Non pas parce qu'on a une croissance naturelle, mais parce qu'on a des débiteurs qui ont payé pendant cette année fiscale. Et à partir de là, on prend ce texte algorithmique, on le passe dans un modèle texte paraphrase, et on récupère une sortie qui est plus humaine. Donc, encore une fois, même phrase au milieu, enfin, même triplet. Et derrière, on sort avec un petit peu de bidouille à la fin. L'objectif, c'est de ne plus avoir de bidouille, évidemment. Mais on sort quelque chose qui est un peu plus naturel à lire, un peu plus intéressant. Donc, voilà, pendant la période fiscale, les revenus ont augmenté de 18%, et ça n'était pas dû à l'augmentation naturelle, mais plutôt parce que les débiteurs ont payé pendant cette nouvelle période. Et donc, le modèle de paraphrase qu'on a utilisé pour ça, c'est celui-là. C'est très temporaire, on va voir comment ça se passe par la suite. Maintenant, on va voir quelque chose qui, je pense, est intéressant. Je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais je l'espère. Parce que le truc, c'est que quand on a ce paragraphe-là à la fin, on va pouvoir le donner directement à un analyste qui potentiellement va prendre une décision là-dessus. Et donc, ce qui est marrant, c'est essayer de voir est-ce que le choix des mots et l'ordre des mots a un impact sur la décision qui peut être prise derrière. Et donc, pendant mon postdoc, j'ai publié un papier là-dessus où voilà, on a ce modèle. Ce n'est pas moi qui ai créé ce modèle psychologique, mais on l'a réutilisé et on a fait du ML dessus. Donc, c'est un modèle pur psycho qu'on appelle le modèle circomplexe, où on a tout autour un certain nombre d'émotions. Donc, on peut avoir donc, sur la partie droite, en haut à droite, l'excitation, en haut à
gauche, on va voir la colère, en bas à gauche, la dépression, ce genre de choses. Voilà. Normalement, c'est sur 3 dimensions, mais on s'occupe de seulement 2 dimensions. La valence, donc est-ce que c'est plutôt un sentiment positif ou plutôt un sentiment négatif? Et l'arousal, qui est un état d'excitation, mais non, disons, au sens molécule, disons. Donc, est-ce que ça bouge beaucoup ou est-ce que c'est plutôt downbeat? Et donc, on a, pour l'intégralité de ces émotions, mais aussi grâce à ce papier-là, donc encore une fois, pas le mien, mais eux, pour 13 915 mots en anglais, pour l'intégralité de ces mots-là, les valeurs de arousal et de valence pour ces mots, pour l'intégralité, pour ce qui représenterait l'intégralité de la population, mais aussi par âge, genre et, il me semble, catégorie socio-professionnelle. Donc là, on commence à pouvoir faire des trucs intéressants. Bon, excusez-moi pour cet exemple un peu triste, disons, mais c'est celui qui était dans le papier. On va prendre 2 phrases qui disent à peu près la même chose. Voilà, fumer cause le cancer des poumons, ou fumer cause des maladies graves. À partir de là, on a sur la partie droite la table avec chacun de ces mots-là et les 2 valeurs sur les 2 dimensions pour chacun de ces mots. Derrière nous, ce qu'on a fait, c'est là que notre papier commence, on a fait un ensemble de règles d'agrégation de manière à partir des valeurs sur les mots et arriver à des valeurs agrégées sur les phrases. Et à partir de là, ce qu'on a fait aussi, c'est en utilisant beaucoup de gens auxquels on a demandé, bon, ça je vais vous expliquer comment, mais utiliser beaucoup de gens de manière à pouvoir apprendre un arbre de décision et essayer, donc arbre de décision au sens... bonne question, est-ce que c'était au sens ML ou théorie de la décision? Je crois que c'était au sens ML dans ce cas-là. Un arbre de décision de manière à pouvoir prédire quelle allait être la version qui aurait le plus d'impact sur eux. Donc, on a pris 100 participants, on a pris 10 arguments, 10 phrases. Pour ces 10 phrases, on avait de 2 à 7 versions différentes. Donc, potentiellement, en moyenne, disons 40. Et donc, on a présenté pour chacun de ces 10 arguments toutes les versions. On leur a demandé de choisir laquelle a le plus d'impact émotionnel sur vous. Donc, ils ont sélectionné donc 10 fois, une fois par argument, la version qui avait le plus d'impact. Et donc, on a prédit le choix de la majorité 8 fois sur 10, et les 2 fois qui restaient, on avait le second choix. Donc, potentiellement, second choix sur 7 potentiels choix. C'était un papier un peu préliminaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de faire plus. Mais ce qu'on a montré là, en fait, avec ce papier, c'est qu'il y avait vraiment moyen d'utiliser du ML sur de la psychologie pour faire, bon, voilà, le mot est peut-être mal choisi, mais de la manipulation. Ça peut être aussi de la manipulation positive. C'est-à-dire que nous, les cas de figure dans lesquels on faisait ça, c'était pour... je ne sais pas trop quelle heure il est. Du coup, je ne sais pas si je vais... Ouais, non, ouais. Nous, les cas de figure qu'on avait, c'était convaincre les gens de faire plus de sport, convaincre les gens d'économiser de l'argent, convaincre les gens de prendre le métro, le vélo plutôt que la voiture, ce genre de choses. Donc, ça reste de la manipulation, ça reste de la persuasion, mais on peut l'utiliser à des fins positives, mais aussi évidemment à des fins négatives. Alors, ouais, conclusion, mais après j'ai un petit add-on. La conclusion, je la fais pas forcément sur le projet en tant que tel, mais je pense que les choses qu'il faut retenir quand vous faites du ML, du deep learning, c'est s'il y a un modèle qui existe déjà, utilisez-le. C'est toujours cool de dire j'ai entraîné un modèle, c'est mon modèle, mais s'il y en a déjà un qui est là, votre modèle sera probablement moins bon. S'il y a des modèles qui sont proches, pas forcément complets, ou vous pouvez les combiner. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'entraîner un modèle end-to-end, on a fait de la discrimination, derrière on fait de l'extraction, derrière on fait ci, on fait ça. Voilà. Et notre full pipeline, il est bon. Plutôt que d'avoir entraîné un modèle nul. Et seulement, voilà, s'il n'y a rien qui existe, si vous êtes vraiment dans un greenfield, entraînez-le, vous n'avez pas le choix. Mais vraiment, j'insiste sur les 2 premiers points. Petite dernière pour le fun. Quelque chose de Julien Simon chez Hugging Face, ça va te parler évidemment. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé un modèle Wave2Vec, qui est donc, vous pouvez parler, et derrière, ça fait une tokenization, etc., etc. Question answering là-dessus. Et ça va chercher dans le SEC, qui est donc
le registre aux US pour les compagnies aux États-Unis. Ça va chercher donc la réponse à la question que vous avez posée. Donc, je ne vais pas parler parce que quand j'avais essayé de parler dedans, ça ne fonctionnait pas. Mais si je prends ça, alors ça, disons, je ne sais pas si on peut l'entendre. On ne l'entend pas. Toujours est-il que voilà, cette phrase qui est là, elle est dite à l'oral. Là, elle est transcrite, mais elle est dite à l'oral. Et en fait, derrière, il trouve bien la bonne réponse. Normalement, quand vous testez, il y a moyen de nettoyer, de parler là-dedans, de faire votre requête et il vous donne la réponse. La dernière fois que j'avais testé, bon, ça ne fonctionnait pas trop, peut-être parce que c'est plus maintenu et du coup, les nouveaux modèles ne fonctionnent plus avec le type d'input ou ce genre de choses. Mais c'est plutôt intéressant et la manière dont il a fait, c'est il a pré-process beaucoup de rapports du SEC. Il a donc ses embeddings. Il a mis tout ça dans un gros Elasticsearch et ensuite il fait la cosine similarity avec l'embedding de l'entrée. Et voilà, quel est le plus près, c'est ça. Très bien. Eh bien, je crois que c'est la fin. Bon, merci à tous, évidemment. Sur la droite, c'est mon LinkedIn, si vous voulez voilà, le scanner et rentrer en contact. On a donc le site, évidemment, de Scribe, mon adresse email. Tout ça. Merci beaucoup. Merci. Je vais... Alors, quelques questions. J'ai des questions d'Hervé, je vais répondre au fil de l'eau. Très bien. Le chiffre des documents, la question c'était est-ce que c'était uniquement le marché du Pour l'instant, oui. Notre pipeline fonctionne sur toutes les langues à caractère latin. Donc potentiellement, évidemment, ce sera les US d'abord, parce qu'on n'a pas besoin de tous nos modèles. En fait, donc la manière dont ça fonctionne, on extrait tout, mais derrière, on a donc, côté nombre, mais on a aussi de la compréhension côté texte, de manière à pouvoir matcher, voilà, ce nombre, c'est les revenus, ce nombre, c'est machin. Parce qu'il y a 15 façons de dire revenus, et on veut tout uniformiser. Donc, s'ils disent revenues, turnover, sales, peu importe, nous, de notre côté, ce sera uniquement le revenu. Et donc, on veut pouvoir faire cette compréhension-là. Et donc, évidemment, lorsqu'on change de langue, il faut aussi traduire ces modèles de compréhension. Donc, ça, c'est l'une des deux seules épreuves, disons, pour l'expansion à l'international, hors environnement anglophone. Le deuxième, c'est est-ce qu'il y a un registre ou pas pour trouver ces rapports annuels dans un premier temps. Oui. Et la liste Phil Camembert. Pas sûr. Donc, alors, très bonne question. Pour le projet en question financé par le gouvernement britannique, évidemment, on s'occupe uniquement du marché britannique. Pour tout ce qui va être voilà, expansion internationale, traduction, etc., ça va être pour nous notre produit principal. Cette partie-là, sur laquelle on est en train de travailler, on va l'injecter dans le produit principal. Donc sur la page où je vous ai montré, où on présente automatiquement sur la droite le rapport, sur la gauche les données, on aura aussi une tab qui va être donc ce fameux one-pager avec les explications. Dans un premier temps, tout à fait, uniquement en anglais. Par la suite, peut-être qu'on va le cacher dans les autres langues. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment envie d'investir tant de temps et d'argent pour traduire cette partie-là, sachant qu'elle est super intéressante, mais en termes d'utilisation, elle est plutôt marginale comparée à tout le reste. C'est l'histoire du 80-20. On va passer 80% de temps pour 20% de personnes qui vont vraiment voir un intérêt là-dedans. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question sur cette partie-là. Est-ce que une filiation avec les explanation plans? Bonne question, je ne suis pas complètement sûr, sachant que un schéma d'argumentation, ça va être quelque chose de descriptif. C'est-à-dire que, à la limite, non, c'est même plutôt l'inverse. Ça va être quelque chose de normatif. C'est-à-dire que ça va vous expliquer une bonne manière de faire de l'argumentation ou une manière de faire de l'argumentation. On va aller voir pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, mais donc ça va être une explication, mais c'est nous qui faisons cette inférence ou ce calcul des arguments qui tiennent a posteriori au-dessus
des schémas d'argumentation, alors si je me rappelle, donc c'est explanation plan. Si je me souviens bien, ça va être tous les trucs où on bouge les boîtes ou les tours de Hanoï, etc. Ou peut-être que c'est complètement différent. Bon, je suis pas sûr d'avoir envie de lire tout ça. Du coup, je pense que la réponse, c'est je sais pas. Voilà. J'avais une question de curiosité par rapport à l'article que tu avais publié. Attends, juste, désolé, donc il dit un pattern de plan, donc on peut, donc on va les utiliser de cette manière-là. Donc on a évidemment pas évidemment, mais on a donc ces schémas qu'on va instancier. Donc voilà, comme tu dis, file les trous. En revanche, on n'a rien de séquentiel en fait. Parce qu'un plan d'exécution, on lit du début à la fin et on l'exécute. Et ensuite, on a même pas une sortie, mais on a un résultat final, un changement de l'univers, un changement par rapport à l'état de départ. Alors que pour les schémas d'argumentation, c'est nous qui décidons. Je les utilisais pour comprendre des situations. Ouais, je peux pas commenter plus que ça en fait. Donc c'est potentiellement pareil, c'est potentiellement différent. Pas de problème. Ok, oui, désolé, je t'ai coupé. Ouais, non, ma question, c'est est-ce que par rapport au papier que tu avais fait, donc, pour être capable de savoir entre deux phrases qui ont le même sens, mais formulées différemment, laquelle a le plus d'impact ou pas, si tu peux avoir des outils pour réécrire des discours, des choses comme ça, pour les rendre plus impactants, plus Bien sûr. politiques, ouais. Tu sais s'il y a des choses qui se font déjà? Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se font déjà exactement de cette manière-là? Je pense pas, parce qu'en fait, on a été les seuls à faire ça et on l'a fait un peu à la va-vite. Donc, on n'a pas fait beaucoup de pubs, on n'a pas fait, voilà. Ça n'a pas forcément pris trop. Et je dis ça côté IA, évidemment. Côté psychologie, il y a peut-être des choses, mais on ne connaît pas la littérature. Dans ce cas-là, sur cette partie-là, je ne peux pas commenter. Sur la partie IA, je ne pense pas. En revanche, c'est vraiment pas très compliqué. En particulier, enfin, ça dépend du taux de réécriture, en fait. Si c'est juste swap des synonymes ou ce genre de choses, et ensuite reformuler un peu, ça se passe très bien. Si c'est vraiment changer tout le discours, mais quand même conserver l'essence, là, ça devient complètement un autre problème. Voilà. Et là, on rentre même plus dans pas juste changer les mots, mais aussi finalement changer la séquence des arguments qu'on va dire si on réécrit les choses. Et là, on a d'autres considérations à prendre en compte. D'autres questions? Ouais. Par exemple, sur la partie OCR, Mhm. sortez des infos des rapports financiers. Mhm. C'est des modèles entraînés ou là, vous avez des Un peu des deux. Donc, pour tout ce qui est table des matières, détection de la bonne page, c'est custom. Pour ce qui est extraction des données financières exactes, on utilise Textract sur AWS. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'il n'y a rien de plus précis. En particulier sur les noms. Sur le texte, on s'en fiche un peu parce qu'en fait, on fait la correction. Ensuite, on a notre modèle de compréhension de texte qui nous permet de corriger ces trucs-là. En revanche, sur les nombres, s'il nous sort un 7 à la place d'un 1, on n'a aucun moyen de le savoir. Et donc, en fait, c'est le seul truc sur lequel on ne peut pas se permettre d'avoir la moindre erreur. Et malgré tout, on doit quand même faire des corrections derrière. Donc, l'ensemble des calculs qu'on fait pour compléter les parties du rapport qui ne sont pas publiées, on l'utilise aussi pour tester ce qui a été publié et on flag quand il y a des mismatchs. Mais parfois, on arrive quand même à corriger des trucs, genre un point, une virgule, ce genre de choses, quand on se rend compte que finalement, ce n'est pas 1000, mais c'est 1000 peut-être pas, mais 1,6, 1,6 quand c'est en millions, par exemple. Ce genre de choses. Donc, on peut vraiment pas se permettre. En fait, le truc, c'est que nos clients, ça va être banques, private equity firms, ce genre de choses. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont aussi pas beaucoup de temps. Il y a la moindre erreur, ils passent à autre chose, direct. Donc, en fait, on peut juste pas se permettre d'avoir la moindre erreur, parce que sinon, on perd le client et derrière, on meurt. Donc, c'est vraiment, pour les nombres, c'est question de vie ou de mort. Donc, à partir de là, on s'est dit, Textract, ça y va.
Bien sûr. Classifier 5 classes. Et ensuite, Ouais. passer à 2, pourquoi pas directement deux classes. Donc, on a créé le training set, l'ensemble d'entraînement, à 5 classes parce que l'idée, c'était de l'utiliser pour classifier directement avec la direction du mouvement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait vraiment pas assez d'entrées. Donc, j'ai dû tout agréger pour au moins faire cette discrimination-là et ensuite rajouter en fait cette partie analyse de sentiments, mais pas vraiment, pour ensuite trouver la direction a posteriori et non pas directement avec le discriminateur. Ça revient un peu à l'idée de ce que je disais, si un modèle existe, utilisez-le. Sinon, s'il y en a des proches, composez-le. Ben voilà. Il n'y a pas de modèle directement pour les 5 classes. On en a fait un vite fait pour 2 classes et derrière, il y en a un autre qui nous permet de faire la direction. C'est un peu plus de travail, peut-être un peu plus de latence, mais au final, ça nous évite à avoir besoin de faire à la main 10 000 exemples de manière à avoir suffisamment dans ces 5 classes. Je ne sais pas pourquoi je montre ça, parce que ce n'était pas du tout ça. Mais... Oui et non. Enfin, oui, la majorité, mais on utilise aussi un service qui s'appelle Human Loop, qui permet de faire, enfin, qui permettait de faire, maintenant ils ont complètement pivoté, qui permettait de faire de l'active learning. Donc plutôt pratique. Tu en labelles quelques-uns, le modèle il s'entraîne, ensuite il te dit ah bah ce truc-là, il y a 90% de chances que ça soit ça. Je fais ouais, ok, clic, puis ça va plus vite. Mais tout est review à la main. Donc voilà. Donc en grosso modo, oui, labellisé à la main. Est-ce que vous avez pu confronter la pertinence des redressements, donc de la retranscription finalement véritable de l'information? Pas encore. C'est encore trop loin. En fait, là où on en est vraiment et qu'on est sûr de ce qu'on a, disons, c'est jusqu'ici. Tout le reste, jusqu'ici aussi en fait, mais pour ce qui est à partir de cette partie-là, c'est un peu avec les mains, de manière à présenter aussi, que je puisse vous présenter quelque chose, d'une part, et de deux, l'idée et la vision qu'on a. D'où l'utilisation de modèles de paraphrase tout fait, de QA Squad 1, que j'ai trouvé qui fonctionnait sur ces exemples. Voilà, c'est l'idée et la vision. Est-ce qu'on va utiliser cela a posteriori ou pour la fin, pour la version finale? Probablement pas. D'autres questions? On peut faire forcément des analyses sur l'année, sur un rapport. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Et derrière, on peut avoir des modèles. Il y a des modèles de raisonnement de deep learning où on file plusieurs. D'ailleurs, il y a, si je me souviens bien, comment il s'appelle, EasyUp, qui font ça en finance justement. Bon, c'est l'input, c'est pas du texte comme ça, c'est un espèce de truc un peu encodé, moche, mais en lui balançant ça, donc typiquement revenu telle année, revenu telle année, revenu telle année, et telle année après telle année, et hop, il nous sort une analyse data to text. Donc il y a moyen de le faire sur plus d'années. C'est peut-être un peu plus de travail. Et puis tout à fait. Et en plus, le truc, c'est que l'analyse qui est donnée par le management, c'est uniquement les derniers résultats vis-à-vis, généralement, de l'année précédente. Donc, il n'y a pas tant besoin de revenir en arrière pour cette partie-là. En revanche, pour extraire les données, etc., oui, tout à fait. Sur le projet de financement, des choses que vous devez atteindre pour considérer que c'est bon, est-ce que ça va être subjectif ou oui. moins du qualitatif en lisant ce que vous avez extrait, ou est-ce que vous avez aussi des données quantitatives, des choses à mesurer? Non, l'objectif qu'on a, c'est générer tout et ensuite on file ça à des vrais analystes. Ils nous disent ouais, c'est pas trop loin de ce que j'aurais écrit. Donc c'est clairement subjectif, clairement qualitatif, mais avec des vrais agents. Donc bon, c'est pas si mal. Ceci dit, c'est quand même une très bonne question parce qu'une autre manière de le faire, ce serait de leur faire écrire une analyse et ensuite de faire un score de matching entre les deux. C'est probablement plus de travail à leur demander d'écrire une analyse sur un truc qu'on leur file plutôt que de juste lire le nôtre et dire ouais, c'est cool. Et encore une fois, ils n'ont pas de temps, donc à la limite, il vaut mieux avoir un truc pas top que rien du tout.
coup, pour sortir un peu de la technique, en termes de coût, l'idée, donc, j'ai bien compris que vous avez dit public, que c'est possible de faire. Ouais. Et en termes de coût, est-ce que c'est plus cher, moins cher? C'est une très bonne question. Des idées déjà, C'est clairement moins cher. Clairement moins cher. Typiquement, c'est très simple. Bon, sur ce projet-là en particulier, c'est moins cher, mais pour le quantifier, on l'a quantifié, mais je ne m'en souviens plus. Pour la partie base de données, l'un de nos compétiteurs, qui s'appelle FactSet, ils ont 10 000 personnes, 8 000 personnes font le data entry à la main. Et 2 000 autres font du code, du machin. Et donc, ils ont 8 sur 10 qui font du data entry. On est 5, on va plus vite et on en fait plus. Donc, à partir de là, bien qu'ils soient en Inde, ils sont quand même 8 000. Quoi. Donc, on est vraiment beaucoup moins cher. Et du coup, par rapport au service AWS que vous utilisez, la balance a été vite réfléchie. Il faudrait un peu savoir si, par rapport au coût que chaque analyse financée versus des coûts AWS. Alors, pour le projet là en particulier, pour l'ensemble des services, que ce soit de l'infra, le stockage, et l'OCR, j'imagine que c'est plus cher. Ouais, donc Textract. Donc pour les données financières, le truc, c'est que en fait, c'est un travail qui aurait été fait en amont. On va utiliser des données qu'on a déjà en base de données parce qu'à chaque fois qu'un rapport est publié, l'objectif, c'est dans la minute, on l'a en base de données. Donc déjà, sur cette partie-là, le coût, il est un peu offset. Sur la partie analyse, c'est vraiment pas très, très cher. Un Fargate qui tourne pendant 1 heure, admettons, c'est quoi? C'est 10 centimes à peine, à peine. Super. C'est parfait, merci beaucoup.